Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à ce 193e briefing. Voilà, alors formule un tout petit peu réduite aujourd'hui puisque notre directeur Pavelczynski est de nouveau sur les routes du monde. Voilà, mais nous avons nos deux experts, donc tout va bien. C'est par Igor qui a un train à prendre et qui va donc nous quitter en milieu de briefing. Donc, eh bien, sans plus tarder, Igor, dis-nous tout ce que tu as à nous dire. Merci, bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau briefing. Alors je vais commencer par des nouvelles du côté de l'assistance militaire à l'Ukraine. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, de paquets militaires qui ont été octroyés. Alors l'Union européenne a décidé de rajouter 5 milliards d'euros dans la facilité européenne pour la paix, hein. Vous savez, qui sert de fonds dans lesquels les Européens puisent pour des achats militaires communs, enfin européens pour l'Ukraine, ce qui porte donc la ligne à 17 milliards d'euros sur ce dispositif européen, donc la Facilité européenne pour la paix. La République tchèque, selon Wall Street Journal, se serait déjà procuré les 800 000 obus qu'elle projetait d'acheter pour les Ukrainiens. Souvenez-vous que c'était une initiative qui avait surgi en courant du mois de février, je crois, hein, de mémoire. L'idée étant de se procurer sur le marché international les obus qu'on ne parvient plus à trouver en Europe même, dans les stocks, hein, qui s'épuisent et qu'on ne parvient pas à fabriquer dans des délais considérés comme satisfaisants. Et par conséquent, ça a amené les Européens, en tout cas la République tchèque, à dire qu'il fallait les acheter à l'étranger. Donc visiblement, elle aurait déjà trouvé ces 800 000 obus. L'Allemagne a décidé d'octroyer un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 500 millions d'euros, qui porte là aussi essentiellement sur des obus qu'elle va encore trouver dans ses stocks, d'une part, et d'autre part, qu'elle va acheter dans le cadre de cette initiative européenne de mutualisation des achats, donc en mettant de l'argent, des fonds, pour se procurer ces munitions à l'étranger. Avec les Polonais, l'Allemagne entend créer une nouvelle coalition pour les véhicules blindés légers, hein, donc dans le cadre de ces coalitions que les soutiens de l'Ukraine créent, en fait, et qui sont des coalitions sectorielles ou en tout cas indexées sur une capacité précise. Eh bien, les Polonais et les Allemands vont donc se travailler ensemble pour piloter cette coalition sur les véhicules blindés légers. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de la 20e réunion des soutiens de l'Ukraine, des soutiens pour le soutien militaire, hein, de l'Ukraine, donc qu'on appelle aussi format de Ramstein, qui s'est réuni cette semaine. Sur les véhicules blindés, justement, la Belgique a décidé, dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine, d'octroyer 300 véhicules blindés légers d'infanterie Lynx, ainsi que trois démineurs que les Ukrainiens recevront en 2025, et là aussi des munitions d'artillerie, le tout aboutissant à un paquet d'un montant d'un peu plus de 400 millions d'euros. Et enfin, l'Espagne a décidé de sortir de ses hangars une vingtaine de blindés Léopard supplémentaires pour les Ukrainiens, en plus des 10 qu'elle a déjà livrés. Alors, sur cette coalition des obus, hein, de la mutualisation des achats des obus sur le marché international, hein, qui a été suggéré par la République tchèque, eh bien, sachez que la Hongrie et la Slovaquie se sont désolidarisées et ont fait savoir qu'elles ne participeraient pas à ces achats. Autrement dit, elles ne donneront pas d'argent pour acheter des obus à l'étranger. Alors, il y a eu une réunion au format du triangle de Weimar, c'est-à-dire France, Allemagne, Pologne, qui s'est tenue à Berlin vendredi dernier, donc rassemblant les chefs d'État et de gouvernement, donc Macron, Scholz et l'homologue polonais, pour parler évidemment de sécurité européenne, mais évidemment de conflits en Ukraine. Tout ceci sur fond évidemment de déclaration du président Macron sur l'envoi possible, qu'on ne peut pas exclure, de troupes françaises en Ukraine. Alors il y a trois conclusions à cette réunion au format de Weimar. D'abord, confirmation des achats en commun de munitions pour Kiev. Là, rien de très nouveau puisque ça avait été une initiative qui avait déjà émergé en février. Deuxième point, soutien renforcé à la Moldavie. Et troisième point, une nouvelle coalition capacitaire pour les frappes dans la profondeur. Ça aussi, c'est quelque chose qui avait surgi le 26 février lors du sommet de l'Élysée et que l'on pressentait déjà un petit peu avant. Autrement dit, dans le cadre de ces discussions de ce triangle de Weimar, il n'a pas été question, en tout cas, ça ne ressort pas dans le communiqué, enfin, dans le communiqué final,
Il n'a pas été question de troupes au sol envoyées a priori par qui que ce soit. Cela dit, le lendemain, dans les lignes du Parisien, le président Macron est revenu évidemment sur cette idée qu'il a un petit peu plus développée, ou à peine plus développée, dira-t-on, de déploiement, le cas échéant, de troupes françaises en Ukraine, avec une phrase qui est la suivante: peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Fin de citation. Donc, continue à pousser cette idée de déploiement, cas échéant, de forces françaises en Ukraine. Euh, les Américains ont aussi, je dirais, enfin, les représentants américains et non des moindres ont visité la capitale ukrainienne ces dernières heures. Alors, il y a eu la visite du sénateur américain Lindsey Graham, qui est un fervent soutien de l'Ukraine à Kiev mardi. Il a rencontré le président Zelensky ainsi que d'autres responsables ukrainiens. Il a réaffirmé son soutien évidemment à l'Ukraine, le fait que évidemment il ferait tout son possible pour que l'aide militaire qui est bloquée à la Chambre des représentants puisse être débloquée, mais il a suggéré que cette aide, si jamais elle finissait par être débloquée, cette aide financière, eh bien, soit plutôt réalisée sous la forme de prêts à taux avantageux que de subventions ou de bourses. Autrement dit, qu'il y a une idée quand même de remboursement, même si on parle de délais parfois de plusieurs dizaines d'années, hein, mais que néanmoins cet argent devrait un jour ou l'autre revenir donc dans les caisses du contribuable. Il a aussi abordé la douloureuse question de la mobilisation, suggéré aux Ukrainiens, en tout cas aux responsables ukrainiens, qu'il fallait avancer sur la question de la mobilisation et mobiliser sur des tranches d'âge plus jeunes, hein, des tranches d'âge inférieures. Et c'est un sujet qui a été également abordé par M. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, qui était à Kiev il y a quelques heures et qui lui aussi est venu rencontrer les responsables ukrainiens et lui aussi leur expliquer que, au-delà du soutien qu'il a renouvelé évidemment à l'Ukraine, eh bien qu'il fallait avancer sur la question de la mobilisation, puisque cette loi sur la mobilisation, qui vous savez est une pomme de discorde entre M. Zelensky et son ancien chef d'état-major, est toujours bloquée à la Rada. M. Zelensky ne parvient pas à la faire passer. Et que par conséquent, ça devient un indicateur, en tout cas un élément sur lequel semble se fixer l'attention principale des soutiens, je dirais, à l'Ukraine, que sont les États-Unis. Je signale également une visite en ce moment même à Kiev d'une délégation militaire de l'OTAN, qui ne s'était pas produite depuis le début du conflit, hein, en tant que délégation militaire de l'OTAN, hein, qui donc s'est rendue dans la capitale ukrainienne à l'occasion d'une conférence sur la sécurité qui se tient aujourd'hui même à Kiev. Voilà, je m'arrête là pour l'actualité, président, et je suis disponible pour les questions. Merci. Alors, j'ai deux petites questions avant de te libérer. La première, c'est lié à tout ce que tu viens de dire. Donc, on nous demande quelles sont les chances que le budget de 60 milliards de dollars ou un autre montant soit voté par le Congrès avant les élections US et quels sont les obstacles à ce vote? Bah, les chances, par définition, elles sont pas nulles, mais elles apparaissent à ce jour assez faibles quand même, puisque en l'état actuel, c'est donc la Chambre des représentants qui les bloque, et ça va me permettre de répondre à la deuxième question. Cette enveloppe est bloquée parce qu'elle est déjà mutualisée avec l'aide pour Israël et l'aide pour Taïwan, et elle a été, du point de vue de ses opposants, elle devrait être assortie d'engagements pris par l'administration Biden sur la sécurisation, enfin ce qui est considéré comme la sécurisation de la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, et donc sur une politique d'immigration beaucoup plus stricte et plus répressive. Et ce qui fait qu'elle est en réalité prise enfin, en otage de la politique intérieure américaine sur ces questions d'immigration, de contrôle des flux migratoires en lien avec la frontière mexicaine, américano-mexicaine. Tant et si bien que pour l'instant, les États-Unis enfin, essaient de trouver des mécanismes pour contourner ce blocage et quand même que ce blocage ne mette pas un verrou pour tout le budget américain. Et jusqu'à présent, ils y parviennent, sauf que ça suppose que cette enveloppe ne soit pas votée. Donc évidemment, jusqu'à novembre, ça paraît très loin. Et finalement, si c'est pas cette enveloppe-là qui est votée, ces 60 milliards-là qui sont votés, peut-être qu'ils finiront par trouver d'autres types de mécanismes ou d'astuces pour quand même fournir du soutien à l'Ukraine. On a vu qu'il y avait 300 millions, un paquet de 300 millions qui avait été débloqué la semaine dernière. C'est le premier paquet d'aide militaire américain en 2024, le dernier daté de décembre 2023. Bon, est-ce qu'ils arriveront comme ça à trouver des reliquats pour former 100, 200, 300 millions
pour pouvoir encore débloquer des munitions, des missiles pour les systèmes antiaériens, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en revanche, des tranches de 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, comme on le voyait au début notamment, ça me paraît de moins en moins probable en l'état actuel des blocages que l'on connaît. Merci beaucoup. Dernière question avant qu'on l'hiver. Qu'est venu faire Jens Stoltenberg dans le Caucase du Sud? Cela inquiète-t-il Moscou? Alors effectivement, il y a eu une tournée de M. Stoltenberg en début de semaine, enfin à partir de dimanche jusqu'à mardi, dans les trois États du Caucase du Sud, hein. Il a commencé par l'Azerbaïdjan, où il a passé dimanche et lundi, hein. Il a rencontré M. Aliyev notamment, puis il a poursuivi en Géorgie, et il a terminé sur l'Arménie. On comprend bien que le principal sujet qui, j'allais dire, pouvait être plus irritant pour les Russes, c'est la visite en Arménie. Avec la Géorgie, enfin, c'est trois pays qui ont des profils très différents, hein, pour l'OTAN. Avec la Géorgie, il y a déjà un bureau de représentation de l'OTAN, hein, à Tbilissi, qui est en plein sur la place centrale de la ville, hein. Et des liens qui, je dirais, sont institutionnalisés, entre guillemets, quand même, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années quand même, hein. Ça remonte à l'administration Bush. Donc là, sauf que on est sur une phase, je dirais, plateau. Il se passe plus vraiment grand-chose entre Tbilissi et l'OTAN. On sent un petit peu qu'on a atteint une espèce de plafond de verre dans les possibilités de coopération. Et évidemment, le sujet, c'est l'Arménie, puisqu'il y a le contexte que chacun connaît, hein, avec une distanciation de Yerevan par rapport à Moscou et à l'organisation du traité de sécurité collective, consécutive à ce qui s'est passé dans le Karabakh et la guerre qu'a perdue l'Arménie en 2020, et ensuite, plus récemment encore des développements, et étant entendu qu'il y a en ce moment une certaine pression sur M. Pachinian pour régler cette question des frontières, puisque vous savez que si jamais il serait intéressé par une adhésion à l'OTAN, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de contentieux territorial dans son pays, et donc des frontières démarquées, acceptées par à peu près tout le monde. Et étant donné qu'il a pris ses distances avec l'OTSC, qu'on connaît quand même, comment dirais-je, son tropisme pour les institutions euro-atlantiques, évidemment, cette visite n'est pas anodine. Maintenant, de là à dire que l'OTAN va s'installer en Caucase du Sud, c'est peut-être un peu prématuré quand même. Il y a quand même des bases russes encore en Arménie, hein, qui empêchent de fait, hein, mécaniquement, cette hypothèse de se réaliser. Donc oui, une tournée quand même à 2, 3 jours dans le Caucase du Sud, avec des États qui sont formellement candidats, comme la Géorgie. Je rappelle que dans les conclusions du sommet de Bucarest, il est dit que la Géorgie a vocation à rejoindre l'Alliance, hein, tout comme l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas ni de l'Arménie, ni de l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup. Tu peux aller prendre ton train et on te revoit la semaine Merci, prochaine. merci, bon Bon, briefing et à bientôt. bon voyage. Merci. Voilà. Eh bien, Arnaud, tu vas pouvoir prendre la suite avec, comme d'habitude, un focus plus sur la politique intérieure, l'économie et toutes ces choses-là. Et si des questions arrivent, tu auras la lourde tâche d'y répondre également pour Igor. Voilà. À toi. Merci, Président. D'en venir au principal sujet de mon propos, c'est-à-dire l'élection présidentielle de la semaine dernière, quelques brèves d'économie et de politique intérieure. Le quotidien Commerçant qui rapporte dans son édition du 20 mars que les ports du nord-ouest de la Russie, dont on sait qu'ils avaient beaucoup souffert du tarissement des échanges avec l'Union européenne, eh bien, enregistre un regain d'activité depuis le début de l'année, regain d'activité lié aux importations chinoises, semble-t-il. Alors, le port de Saint-Pétersbourg et les autres autour de Saint-Pétersbourg n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 2021, mais ils s'en rapprochent et c'est assez surprenant. La Commission européenne, qui devrait imposer dans les prochains jours un droit de 95 euros par tonne pour les céréales en provenance de Russie et de Biélorussie. La Banque de Russie, qui doit se réunir demain, vendredi, et qui doit statuer sur son taux directeur. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il soit maintenu à 16%, un niveau assez élevé, se plaignent de nombreux acteurs industriels. Quelques mots des entreprises coréennes installées en Russie, et en particulier de Samsung, dont on apprend qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros l'année dernière en Russie, en hausse de 15%
par rapport à 2022. Politique intérieure hors élection, le gouverneur de la région de Belgorod, M. Gladkov, qui a annoncé avant-hier l'évacuation de 9000 mineurs de villages frontaliers faisant l'objet d'attaques régulières de la part des forces ukrainiennes. Le ministère russe de la Justice qui a proclamé 3 ONG américaines indésirables. Il s'agit de structures spécialisées dans la formation et l'éducation. J'en viens maintenant donc à l'élection présidentielle. Alors on en a beaucoup parlé, peut-être qu'il y aura des questions. Que faut-il retenir selon moi? D'abord quelques chiffres rendus publics par la Commission électorale centrale. Donc Vladimir Poutine a été réélu avec 87,28% des voix. Le taux de participation, selon la Commission électorale centrale, a atteint 77,44 contre 67 en 2018. Les autres candidats, donc le communiste Kharitonov obtient 4,31%, Davankov, le jeune candidat de Jean Nouveau, 3,85%, et enfin Slutsky, le pâle successeur de Zhirinovsky, un peu plus de 3%. Alors ces chiffres ont surpris. Pourquoi? Parce que la plupart des observateurs moscovites s'attendaient à une participation d'environ 70%, et que par ailleurs les derniers sondages, y compris ceux réalisés par Levada, montraient un Poutine autour de 82-83, ce qui correspond d'ailleurs peu ou prou à sa cote de soutien mesurée dans les sondages. Donc il y a effectivement un décalage qui surprend quelque peu. S'agissant de l'analyse politique elle-même, quelles conclusions en tirer? Le grand perdant, assurément, c'est le candidat communiste et donc, par extension, le Parti communiste. Je rappelle qu'en 2018, Grudinin, qui était considéré comme un candidat faible, avait quand même fait presque 12% des voix. Là, on est on est à peine plus de 4. Davankov, qui a fait de bons scores à l'étranger, notamment en France, mais pas seulement, et dans certains pays d'Europe, d'ailleurs, il devance Vladimir Poutine, a déjà déçu une partie de ses soutiens dès lundi soir en se rangeant de façon ostensible et manifeste derrière Poutine. Bon, on verra quel est son avenir. L'autre point qu'on peut relever, c'est l'action voter à midi, qui avait été initié par l'opposition hors système et qui a eu un certain écho à Moscou en tout cas. On a vu effectivement des queues un peu plus longues se former à ce moment-là devant les bureaux de vote. Reste que, il faut dire les choses comme elles sont, il est impossible en l'état actuel des choses pour l'opposition hors système de mener un combat politique en Russie et que ces forces sont marginales de toute façon numériquement. Se pose la question de l'unité, en outre, de ces forces, déjà très faibles, et du leadership. On voit évidemment que la veuve d'Alexei Navalny cherche à prendre le relais de son mari, mais rien ne dit qu'elle y parviendra. Autre élément à chaud, on a vu Vladimir Poutine à son état-major de campagne le dimanche soir, sur la place rouge le lendemain, un Poutine plein d'assurance, qui, à l'évidence, estime avoir obtenu un mandat fort de sa population. Pourquoi faire? Les priorités sont assez claires, c'est l'Ukraine, hein. Tout est lié à cet objectif de victoire en Ukraine. Toutes les grandes décisions, qu'elles soient économiques, politiques ou stratégiques, sont conditionnées à cet objectif. Et évidemment, il n'y aura pas de changement de cap, ni probablement de personne d'ailleurs, s'agissant de ce domaine-là. Parmi les autres priorités, il y a, et on l'a entendu dans son adresse annuelle au Parlement, mais ça revient de façon récurrente, c'est la souverainisation de l'économie, ce qui veut dire en réalité un changement de modèle de développement, hein. Depuis 30 ans, en réalité, la Russie donc vendait des matières premières, faisait rentrer des devises et s'équipait grâce à ces rentrées. Il faudra imaginer autre chose et ce n'est certainement pas tâche aisée. Euh,
Un virage social aussi, on en a parlé avec ce projet de réforme fiscale et qui répond à une attente massive, y compris dans l'électorat du président. Et s'agissant de la politique étrangère, il y aura la poursuite de ce qu'on observe depuis de nombreuses années et bien avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire se tournant vers l'Est, qui est en réalité un tournant vers l'ensemble du monde non occidental. À ce propos, on a appris que la première visite de Poutine à l'étranger, sans doute début mai, concernerait Pékin. Et on sait par ailleurs que Kazan doit héberger le sommet des BRICS élargi, et ce sera un jalon important de cette politique de diversification de la diplomatie russe. Il y aura aussi probablement, et même sûrement, un remaniement ministériel début mai. Je rappelle que Poutine prendra officiellement ses fonctions le 6 mai. Dans la foulée, devrait être annoncée la composition du nouveau gouvernement. On aura l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à Moscou en ce moment, beaucoup de fausses rumeurs aussi, puisque l'usage de la rumeur en Russie est un art à part entière. Elles sont souvent lancées par les adversaires pour discréditer la personne concernée aux yeux du Kremlin, par exemple. Alors, on verra qui ça peut concerner. Le Premier ministre Mishustin semble plutôt bien parti pour être reconduit. Il a l'estime de Poutine, de la générale, il a un gouvernement qui tourne et qu'il a su faire tourner. Il y aura des ministres techniques, entre guillemets, certains importants, comme l'énergie qui devrait changer de portefeuille. Mais encore une fois, c'est un exercice un peu hasardeux que de faire des pronostics, puisque l'expérience montre que Poutine peut changer d'avis jusqu'au tout dernier moment et que, de façon générale, il n'aime pas se séparer de gens avec lesquels il travaille. Donc l'hypothèse qu'il faut généralement privilégier est celle du moindre remaniement et de l'effet de surprise. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions, notamment une qui concerne Nabiulina. On nous dit Nabiulina n'était pas spécialement en joie, visiblement, lors du discours de Poutine concernant notamment les dépenses sociales futures. Peut-on en conclure que ce soit concernant le changement ou le maintien du taux directeur à venir et par là même l'évolution du cours du rouble? Alors, je compléterai ma question en disant, est-ce que les dépenses sociales, est-ce que c'est pas un peu une abandon de la ligne libérale qui avait tenu le coup jusqu'ici en Russie? Est-ce qu'on signe un retour à l'URSS communiste? Non, certainement pas. Disons qu'il y avait il y a deux phénomènes un peu paradoxaux. Il y a depuis 2007, en réalité 2006-2007, depuis le deuxième mandat de Poutine, on a vu la constitution de grands groupes publics, Rostec, Rosatom, dont certains sont devenus ou redevenus des champions nationaux, d'autres pas vraiment. Donc cet accroissement de la part de l'État dans l'économie elle date en réalité oui, du deuxième mandat de Poutine. Et puis en même temps, si j'ose dire, il y a des îlots de libéralisme, voire même certains diront de thatchérisme, avec des dispositifs sociaux très limités, avec cet impôt sur le revenu à 13, depuis peu il y a deux taux, mais 13 et 15. Et puis il y a toujours, en réalité depuis 30 ans, ce grand non-dit sur la légitimité de la propriété en Russie, de ce qui s'est passé, des privatisations, de la fortune des oligarques. Donc, non, c'est certainement pas un retour à l'URSS. Je dirais que c'est un grand rééquilibrage euh, qui va prendre une forme, je dirais, institutionnelle, légale. On va sortir du cas par cas, de cette logique d'à-coup, de contribution exceptionnelle, etc., etc. Mais ça participe de ce nouveau modèle qui émerge, de cette nouvelle géographie économique, géographie politique, équilibre intra-élitaire, voilà, ça en fait partie. Et là, Poutine va satisfaire une vraie demande. Euh, il est très probable que la Russie en a les moyens, en réalité, aujourd'hui en tout cas. Alors, pour revenir à Mme Nabiulina, bon, ben, Mme Nabiulina, bon, elle est rarement en joie en réalité, hein, surtout en public. Même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui parle un français tout à fait remarquable. Euh, je note quand même que Poutine évoque souvent la Banque centrale dans ses interventions. Il l'évoque parfois même avant le gouvernement.
C'est dire l'importance qu'il accorde à la stabilité monétaire. Et généralement, c'est positif pour Madame Nabiluna. En tout cas, c'est plutôt pour constater que la stabilité est là. Et donc, tout est possible. On peut imaginer qu'elle quitte son poste. Il y a des rumeurs qui circulent, mais il y a beaucoup de gens qui veulent sa tête. Certains œuvrent contre elle en coulisses, d'autres publiquement, comme M. Deripaska, le patron de Roussal. Mais je n'ai pas l'impression que Vladimir Poutine ait l'intention de changer de politique monétaire ou de voilà. Donc, encore une fois, je ne surinterpréterai pas le visage ou les expressions de Madame Nabiulina. Je crois qu'elle a l'estime euh, du président et elle a toutes ses chances de poursuivre, alors même qu'elle est en poste depuis 2011, ce qui effectivement est assez long. Une petite question pour finir. L'interdiction des diamants russes par l'Occident causera-t-elle réellement un préjudice à la filière russe? Difficile à dire. On voit qu'il y a des stratégies de contournement qui se mettent en place. Les Indiens sont inquiets parce qu'ils transforment une bonne partie des diamants d'Alrosa. Également, les diamantaires d'Anvers qui sont en bout de chaîne sont encore plus inquiets. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la filière du diamant, mais j'ai quand même l'impression que, comme pour le pétrole, il y a une demande. Et donc la Russie, d'une façon ou d'une autre, va rester. Alors ça va sans doute renchérir le coût parce que ces stratégies de contournement, effectivement, coûtent de l'argent. Il y a des intermédiaires supplémentaires, il y a voilà. Mais je ne crois pas que Alrosa soit en difficulté. Alors, mais les sanctions, encore une fois, ne sont pas indolores, hein. On a vu par exemple ces dernières semaines que les Angolais qui ont une co-entreprise avec Alrosa, auraient demandé aux Russes de la quitter parce que ça devenait compliqué pour eux de faire des opérations internationales. Donc, euh, c'est compliqué, c'est fait pour d'ailleurs, ces sanctions, pour compliquer les choses, rendre les choses plus chères. Mais je n'ai pas l'impression d'une panique particulière en Yakoutie, à Moscou et chez Alrosa. Merci. Alors vraiment pour finir, alors vous savez que vous pouvez toujours envoyer des questions par écrit avant le forum, et donc on a reçu une demande, alors que je vais résumer. C'est un de nos auditeurs qui souhaite participer à l'automne prochain à un forum, à une exposition dans le domaine médical à Moscou. Il travaille pour une société franco-américaine qui est donc un peu qui est ouais, dans ce domaine-là. Et donc, sa question, il dit, voilà, j'ai été récemment informé par un associé allemand que la Chambre de commerce allemande lui a fortement conseillé de voyager en Russie en raison de certaines circonstances. Et donc, ça amène cet auditeur à s'interroger sur les éventuels risques pour sa propre sécurité. Et donc, il nous pose la question, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'informer s'il y a des risques pour ma sécurité personnelle et si je pourrais rencontrer des difficultés en tant que ressortissant étranger lors de ma participation à cet événement? Eh bien, nous allons assumer nos divergences avec la Chambre de commerce allemande et dire très fermement que nous ne sommes pas sur cette ligne et que, en tout cas, aujourd'hui, je dirais même aujourd'hui, en tant que Français, compte tenu du contexte qui a été évoqué et des déclarations répétées du président de la République, eh bien, il n'y a pas de danger à Moscou. Alors, si ça devait changer, évidemment, d'abord peut-être que nos spectateurs le constateraient, et surtout, si nous en avions le temps, nous les préviendrions. Non, pour être sérieux, il n'y a pas de risque aujourd'hui pour un entrepreneur français ou occidental au sens large qui souhaite venir à Moscou pour participer à un salon médical ou autre chose. Je crois comprendre, en outre, que la personne concernée dispose d'un passeport serbe, donc je crois que le risque est proche de zéro. Merci, c'est à peu près ce que je pensais également. Euh, merci à tous de votre attention, de votre fidélité, et donc nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouveau briefing, un éclairage sur l'actualité. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.